Bonjour et bienvenue à la présentation web Approche politique de réduction des inégalités de santé. Cette présentation est offerte par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, le CCN-PPS. Pour les détails techniques, on vous suggère d'ouvrir vos haut-parleurs d'ordinateur ou encore d'utiliser le système de téléconférence avec les informations qui apparaissent à l'écran. Nous allons utiliser la boîte de messagerie pour prendre vos questions et commentaires pendant la présentation. Vous pouvez les envoyer en tout temps et on tentera de répondre pendant les pauses prévues. Vous pouvez aussi utiliser la boîte pour communiquer avec nous si vous éprouvez des difficultés techniques. Et veuillez noter que le webinaire, incluant la conversation dans la boîte de messagerie, est enregistré et sera publié sur notre site. Je vous présente l'équipe d'aujourd'hui, donc moi-même, Val Morrison. Je m'occupe de la présentation du matière. Olivier Bellefleur va s'occuper de la gestion de vos questions et commentaires. Et comme j'ai dit tantôt, gênez-vous pas à les poser pendant que je parle. Olivier s'en occupe. Merci, Olivier. Mylène Maguire s'est déjà occupée et continuera de le faire après le webinaire pour le suivi de tous les détails de la planification, de l'inscription et du soutien technique. Merci, Mylène. Étant donné que le webinaire d'aujourd'hui est accrédité pour des crédits de formation, je dois déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le matériel du webinaire. En lien avec l'accréditation, si vous êtes médecin et vous souhaitez obtenir des crédits de formation, vous devrez remplir le questionnaire d'évaluation et fournir toutes les informations requises. Le questionnaire vous sera transmis par courriel après le webinaire. Tout juste avant d'aborder notre sujet, je vous présente le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Encore une fois, le CCN-PPS fait partie d'un réseau de 6 centres nationaux de collaboration en santé publique qui sont répartis à travers le Canada et financés par l'Agence de santé publique du Canada. Avant de vous parler du mandat du CCN-PPS spécifiquement, on va afficher un sondage pour connaître vos lieux de travail. Vous pouvez cocher la case qui correspond à votre province ou, si vous n'êtes pas au Canada, cochez la case appropriée. Je pense qu'il y en a une internationale. Oui, la case internationale. Donc, on voit que c'est un peu prévisible qu'on a une forte présence au Québec, mais aussi dans d'autres provinces au Canada, notamment le Manitoba, l'Ontario, la Colombie-Britannique, et aussi une bonne présence depuis d'autres pays. Donc, bienvenue tout le monde. Merci, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et merci de répondre au petit sondage. Donc, je vous présente le CCN-PPS. Notre mandat est de soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à promouvoir les politiques publiques favorables à la santé. Par politique publique favorable à la santé, nous entendons des politiques qui proviennent d'autres secteurs que celui de la santé, mais qui peuvent avoir des effets importants sur la santé des populations. Le Centre offre un soutien dans différents champs d'expertise tels que l'évaluation d'impact sur la santé, l'analyse des politiques publiques et leurs effets sur la santé, les méthodes pour contextualiser les données probantes concernant les politiques publiques,
les acteurs et mécanismes favorisant la collaboration intersectorielle et les stratégies d'influence dans l'élaboration de politiques publiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je mentionne que l'atelier, le webinaire aujourd'hui est basé sur un document écrit par moi-même et ma collègue Pascale Mantoura, que nous avons publié en mars 2016. Le titre n'a rien d'une surprise, c'est les approches politiques de réduction des inégalités de santé. Le document long écrit est disponible sur notre site et nous avons commencé également à produire des courts documents basés sur celui-ci, dont le premier qui explore la différence entre les déterminants sociaux de la santé et les déterminants sociaux des inégalités de santé, qui sera publié très bientôt. Un petit mot sur les termes qu'on utilise avant de procéder. D'abord, quand on parle d'approche politique dans le document et dans le webinaire d'aujourd'hui, on utilise le terme au sens large pour parler des orientations envers des enjeux et des genres de politique qui sont le plus souvent proposés de ces perspectives. Alors, pour certaines approches, mettons l'économie politique, le parcours de vie ou encore l'intersectionnalité, elles ont des bases solides dans la littérature et sont passablement cohérents et explicites dans leur façon d'aborder les politiques publiques. D'autres, telles les approches qui visent les personnes ou qu'on a nommées macrosociales, par exemple, sont beaucoup plus variées et leur bagage théorique est souvent implicite. Notre boulot avec ce travail a été de dégager et de faire ressortir ce qu'ils avaient en commun. Je veux aussi dire un mot sur les inégalités de santé. Vous savez sans doute qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés, les disparités de santé, par exemple, ou encore les inéquités en ou de santé. Notre choix est surtout fait pour des raisons pratiques. L'Organisation mondiale de la santé utilise inequity en anglais, mais inégalité en français. Et comme tous nos documents sont publiés en anglais et en français, nous suivons, à part quelques exceptions, nous utilisons inégalité de santé en français et health inequalities en anglais. Donc, le plan de l'atelier d'aujourd'hui, nous allons essayer de combler ou de rencontrer trois objectifs. Le premier, c'est de comprendre la différence entre les déterminants sociaux de la santé et les déterminants des inégalités, les déterminants sociaux des inégalités de santé. Aussi de distinguer 8 approches politiques visant à réduire les inégalités de santé, quoique, comme nous avons juste une heure aujourd'hui, nous allons surtout essayer d'approfondir 3 de ces approches. Et en troisième lieu, d'illustrer les implications pratiques des différentes approches politiques. La définition des inégalités de santé que nous utilisons est celle proposée par le rapport du médecin en chef de l'Agence de santé publique du Canada en 2008. Donc, les inégalités de santé sont les différences de l'état de santé de divers groupes ou personnes de la société. Elles peuvent provenir de facteurs génétiques et biologiques, des choix effectués ou du hasard, mais ces inégalités sont souvent liées à un accès inégal aux principaux facteurs qui influent sur la santé, comme le revenu, le niveau de scolarité, l'emploi et les soutiens sociaux. Donc, une définition assez large qui inclut les différences génétiques et biologiques, les choix effectués et le hasard, mais qui évoque aussi que ces différences sont souvent liées à un accès inégal aux principaux facteurs qui influent sur la santé. Donc, le revenu, le niveau de scolarité, l'emploi, le soutien social. Ma collègue et co-auteure à l'origine de ce travail avons parlé plusieurs fois, comme vous tous sans doute, de notre intérêt, voire même notre consternation,
à réaliser que même si cela fait déjà plusieurs années, même décennies, qu'on parle des déterminants sociaux de la santé et un peu plus récemment des inégalités de santé et de la nécessité d'agir, bien des politiques publiques en santé publique, mais aussi dans d'autres domaines, qu'il y a des contradictions, telle une politique de réduction de la pauvreté d'un bord, mais de l'autre, qu'on adopte des politiques de déréglementation des marchés où on fait des coupures profondes dans le filet social. Au sein de la santé publique, une tendance un peu étrange, qu'on peut dire, est de reconnaître le besoin d'agir en amont sur les déterminants, ce qu'on a souvent appelé les déterminants structuraux de la santé, mais en adoptant des programmes qui ciblent souvent les comportements et facteurs individuels. Certains nomment ce phénomène la dérive vers les habitudes de vie, ou le lifestyle drift en anglais. Donc, c'est cette tendance à admettre le besoin d'agir sur les déterminants plus structuraux, des inégalités de santé, mais tout en développant plutôt des interventions qui ciblent les déterminants de la santé associés au comportement. Alors, nous avons voulu, Pascal et moi, prendre du recul et se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour la réduction des inégalités de santé? Et cela voulait aussi dire qu'il nous fallait démêler comment les inégalités sont comprises par ces différentes approches et ce que cela implique pour les interventions politiques ou programmatiques. Pardon. C'est Hilary Graham en 2004 qui a écrit au sujet des inégalités de santé qu'on les abordait sous 3 angles, avec un focus sur les groupes défavorisés ou désavantagés, en considérant les écarts entre différents groupes, les hommes et les femmes, les groupes selon leur statut socio-économique, etc. Et finalement, on regardait les inégalités à travers ce qu'on appelle l'ensemble du gradient. Presque toujours, là aussi, il faut le dire, sous l'angle des divisions socio-économiques. Voyons comment ces exemples que je vais mettre à l'écran utilisent ces différentes façons de concevoir et de mesurer, il faut le dire, les inégalités. Pour Graham et pour bien d'autres, réussir à réduire les inégalités de santé passe nécessairement par une approche qui regarde le gradient dans son ensemble et à travailler à la rendre plus plat ou plus égal, si on veut. Donc ici, prenons l'exemple de l'asthme. On rencontre dans ce graphique des différences entre les populations autochtones et non autochtones en termes de prévalence d'asthme, de symptômes et de l'usage des médicaments. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour l'asthme, ni les différences autochtones et non autochtones. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'est surtout de regarder comment on illustre une mesure qui montre surtout les désavantages des populations autochtones et aussi les écarts entre ces deux populations, autochtones et non autochtones. Dans un autre exemple, ici, on regarde à la fois les écarts et le gradient en comparant les quintiles de revenus et les hospitalisations pour infarctus. Le graphique, donc, nous montre le gradient des 5 quintiles. Et en bas à gauche, on voit l'écart entre ceux qui ont le plus de revenus ou le revenu plus élevé et ceux qui ont le revenu le moins élevé. Donc, les écarts entre Q1 et Q5 ou quintile 1 et quintile 5. Oui, Olivier a une question pour moi. Il y a une petite question de précision dans la boîte de dialogue qui est simplement si c'est possible de préciser qu'est-ce qu'on entend par gradient. Oui, c'est l'ensemble. Justement, je pense que je vais passer au prochain avec l'exemple. Je peux peut-être répondre. Donc, je présente cet exemple et je vais utiliser le graphique pour répondre à cette question.
Donc, dans ce dernier exemple de façon d'en parler, on voit aussi les écarts entre les hommes et les femmes. Il faut dire que souvent, dans ce genre d'écart-là, on le prend maintenant souvent pour acquis et ce n'est pas au centre de l'intérêt, mais on monte pour l'ensemble du gradient, c'est-à-dire de regarder, il y a quelques définitions un peu différentes de gradient, mais c'est l'ensemble de la population et les divisions qui se trouvent au sein de la population. Souvent, comme j'ai dit tantôt, c'est mesuré en termes de statut socio-économique. Ça peut parfois inclure le niveau de scolarité. Les plus communs, c'est par revenu et niveau de scolarisation. Et c'est de regarder l'importance non seulement des écarts entre les plus favorisés et soit la moyenne qu'on fait aussi souvent, ou le plus élevé, mais de regarder dans l'ensemble. C'est-à-dire que dans cet exemple-ci, on utilise encore les quintiles. Le quintile 2 et 3, ou les différences entre 2 et 3, entre 2 et 4, dans l'ensemble de ces différences, on voit des écarts, souvent, comme c'est le cas ici, qui sont comme en escalier, si on veut. Là. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là, et non pas de focuser, comme on le fait souvent, et avec raison parfois pour certaines questions, sur les plus défavorisés. J'espère que ça répond à la question. Bon, maintenant, je vais vous... ça va pour les illustrations des façons habituelles de regarder les inégalités de santé. Maintenant, je vais vous poser une question, comme ça, hors tout. Et notez que les trois options qu'on vous donne ont soit été déjà proposées ou qui ont existé ou qui existent ici ou ailleurs. Je pense que Mylène va mettre le sondage. Et on vous demande de répondre et peut-être, si vous en avez envie, de mettre là ou les raisons de vos choix dans la boîte de messagerie. Et notez aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, oh, oui. J'avais dit qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y en a une qui fait plus consensus, tout à fait. Mais mettons que la très grande majorité d'entre vous ont répondu que l'option, si on avait à choisir une option seulement pour réduire les inégalités de santé au Canada, ça serait une politique de revenu minimum annuel garantie pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Alors, il y a évidemment une question non posée sous-jacente à celle-ci qui pourrait être formulée comme suit. Qu'est-ce qui explique les inégalités de santé? Est-ce que c'est un mauvais départ dans la vie, les besoins matériels tels l'accès à de la nourriture, une distribution inégale de la richesse qui fait que trop de gens se trouvent sans revenus adéquats? Toutes ces options ont sans doute des effets sur la distribution de la santé dans la population, mais elles ont des points d'entrée différents dans ce que je vais appeler le continuum des déterminants de la santé. Je vais m'expliquer un petit peu plus tard là-dessus. Donc, vous êtes presque à l'unanimité à répondre qu'un revenu minimum annuel garanti pour tous les Canadiens serait la voie à choisir, s'il fallait en choisir juste une, évidemment. Vous allez certainement reconnaître ce schéma de l'OMS, qui, dans quelques formes différentes, découle de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, dont le rapport a été publié en 2008. Dans cette version, qui vient d'un document sur le cadre conceptuel de la Commission, on fait une distinction importante entre les déterminants sociaux des inégalités de santé et les déterminants sociaux de la santé. Ici, sont appelés déterminants intermédiaires de la santé. Et cette différence, je crois qu'elle est,
On a mis beaucoup d'accent là-dessus pendant la commission et à la publication du rapport, mais cette différence, elle est souvent par la suite passée sous silence. Mais pourtant, la différence, elle est très importante. Pour réduire les inégalités de santé à travers les populations, il faut s'attarder aux déterminants sociaux des inégalités de santé. Donc, si on donne les deux définitions ici, les deux qui sont soit directement de l'OMS ou qui sont dérivés un peu de la Commission, c'est que les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes de soins qui leur sont offerts. Et à leur tour, ces circonstances dépendent d'un ensemble de forces plus vastes, l'économie, les politiques sociales et la politique, où ce qui se trouve à gauche, la définition des déterminants sociaux des inégalités de santé, les structures et processus sociaux sous-jacents qui assignent systématiquement les gens à des positions sociales différentes et qui repartissent inégalement les déterminants sociaux de la santé dans la société, sont les déterminants sociaux des inégalités de santé. Bien sûr que les déterminants de la santé, sociaux de la santé, ont des effets sur les déterminants des inégalités de santé, les politiques, idéologies, valeurs, systèmes de gouvernance qui ont des effets favorables pour certains groupes, tentent à favoriser la reproduction de ces déterminants sociaux des inégalités de santé. Si on retourne au constat évoqué plus tôt, qu'il faut agir sur le gradient dans son ensemble, pour réduire les inégalités de santé, on peut aussi dire que cela nécessite qu'on s'attarde aux déterminants sociaux de la santé qui sous-tendent à la fois les déterminants sociaux de la santé et des inégalités de santé. Voici une version un peu raccourcie du schéma de l'OMS qui laisse à gauche les déterminants sociaux des inégalités de santé et à droite les déterminants de la santé et l'impact sur l'équité dans la santé et le bien-être. On va parler moins ou pas de ça aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler des approches politiques dont on a traité en les situant dans ce schéma. Et voici les 8 approches dont on traite. Elles sont l'économie politique, l'intersectionnalité, les politiques macro-sociales, l'approche, on pourrait dire, l'approche axée sur le parcours de vie, l'approche axée sur les milieux, les approches qui visent les conditions de vie, les approches qui ciblent les communautés et les approches qui ciblent les personnes ou les individus. Puis, remarquez que cette liste ne se veut pas exhaustive. Par contre, je pense qu'on couvre les approches les plus communes. Et comme j'ai mentionné plus tôt, les approches de réduction des inégalités de santé ne sont pas toutes explicites quant aux théories, épistémologie ou méthodologie qu'ils emploient, mais on peut quand même dégager certains éléments communs dans leur façon de répondre à quelques questions clés. Voici donc les questions que nous, on s'est posées pour chaque approche. C'est donc comment cette approche conçoit-elle l'inégalité et un peu apparentée dans quelle discipline est-elle apparue. Donc, si les inégalités sont considérées comme découlant des actions individuelles, par exemple, les types de politiques qui sont proposés seront affectés, tout comme elles le seront si on considère que les inégalités résultent de la distribution de la richesse ou de l'accès au pouvoir et aux privilèges. La seconde question, comment l'approche explique-t-elle spécifiquement les inégalités de santé? Pour reprendre un peu les mêmes exemples, si on prend le fait que les gens qui ont un revenu plus faible
fument plus que les gens qui ont un revenu plus élevé, on se positionne de façon différente si on demande, par exemple, comment peut-on encourager les gens à faible revenu d'arrêter de fumer, ou comment peut-on réduire la pauvreté, ou encore en essayant de comprendre le fait qu'au sein des groupes à plus faible revenu, il y a quand même une majorité qui ne fume pas. Donc, c'est les façons d'aborder les questions qui peuvent influencer sur ce qu'on voit comme possibilité de politique ou de programme. On s'est aussi demandé sur quoi cette approche se concentre en termes de type de politiques qui sont proposées. Et finalement, nous avons essayé d'évaluer les forces et les limites de chaque approche. On ne passera pas par les 8 approches aujourd'hui, surtout dans une heure, on n'aura certainement pas le temps, mais plutôt on va essayer de se limiter à 3 d'entre elles et d'être un peu plus détaillé. Donc, on va parler de l'économie politique, le parcours de vie et des approches qui visent les personnes. Donc, je vous montre un peu brièvement les tableaux pour ces 3 approches pour illustrer, mais je vous encouragerais à consulter le document écrit pour avoir accès à tous les détails. Mais si on regarde la question clé sur les inégalités pour chacune, donc pour l'économie politique, l'inégalité découle des macro-politiques concernant la répartition de la richesse, la réglementation financière et les marchés, les lois du travail, etc. Donc, les déterminants structurels et l'organisation économique de la société. Et l'inégalité est un attribut de la société, donc qui ne s'observe pas seulement en tant que différence entre les individus. Pour le parcours de vie, l'inégalité est gravée dans le parcours de vie. Elle est le résultat des interactions au cours de la vie entre les personnes, leurs choix et leurs capacités d'agir, et les structures sociales qui sont les sources d'inégalité. Finalement, l'approche qui vise les personnes, les inégalités de santé sont le résultat de choix et d'attributs individuels. Elles sont considérées comme fonctionnellement nécessaires et inévitables dans une société qui appelle à une grande diversité de compétences et de responsabilités. Donc, pour poursuivre un peu, la mauvaise santé de certains groupes est exacerbée par des facteurs de risque comportementaux modifiables. Donc, vous voyez que les 3 approches ont des fondements différents et cela est quand même important. Si nos fondements sur les causes des inégalités sont différents, eh bien, nos propositions de solutions et de politiques le seront également. Donc, voici une première pause. J'ai vu passer, moi je ne vois pas toute la boîte de dialogue, mais j'ai vu passer plusieurs commentaires. Donc, on va demander à Olivier qui lit vos questions, vos commentaires depuis le début, d'en proposer quelques-unes. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes, ce qui serait sans doute le cas, on aura le temps de revenir vers la fin. Bien, il va y avoir des questions qui vont sûrement s'ajouter au fur et à mesure, mais en commençant, on a surtout des commentaires. Okay. Une personne qui a écrit très intéressante la notion de dérive vers les habitudes de vie. Sinon, il y a eu des commentaires au niveau de l'option 2, le revenu minimum garanti. Oui. Les gens ont donné quelques raisons pour lesquelles ils favorisaient cette approche. Parce que c'était une action plus en amont, une action plus structurante. Et quelqu'un a noté par contre un bémol, à condition que le revenu soit au-dessus du seuil de faible revenu. Oui. OK, bon, c'est très intéressant. Oui, nous aussi, cette idée de dérive vers les habitudes de vie, ça, c'est notre traduction de lifestyle. Je ne sais pas s'il y en
encore eu d'autres. Mais oui, c'est dans la littérature des quelques dernières années, on commence à voir de plus en plus, mais pour quiconque travaille dans le domaine de la santé publique, je pense qu'on peut constater, on pourrait donner plusieurs exemples de constater qu'on voit et on reconnaît ces inégalités de santé, la nécessité d'agir, et on finit par proposer des programmes qui visent vraiment ce qu'en anglais on appelle la Sainte Trinité, c'est ça en anglais, en français, le Holy Trinity, de tabagisme, exercice et diet. Habitude, alimentation, oui. Donc, c'est trois choses qui sont traitées comme des choix ou des comportements individuels dont on peut traiter. Mais oui, effectivement, il y a eu beaucoup et il y en a encore qui continuent d'être publiés sur cette question. Une question qui vient d'arriver qui anticipe un peu, je pense, sur le reste de la présentation, mais on demande dans quelle approche mettrions-nous une intervention visant les aménagements plus sécuritaires des pistes cyclables, par exemple? Il faudrait que j'y pense, puis on aura peut-être le temps d'y revenir. Je pense, il y a peut-être quelques mises en garde à venir après. Comme j'ai dit tantôt, la liste qu'on a faite, elle n'est pas mutuellement exclusive et exhaustive. Et ce que ça veut dire, c'est que pour des politiques bien spécifiques, ils peuvent entrer dans plus d'une approche à la fois. Il y a même quelques approches qui sont souvent jumelées à d'autres. Donc, avec juste une politique pour réduire les risques. Politique, puis il y a une précision qui vient d'être faite dans la boîte de dialogue, c'est une intervention visant à faire des aménagements plus sécuritaires pour les cyclistes, des pistes cyclables. Okay. Et la précision, c'est si c'est fait principalement dans les quartiers défavorisés. OK. Donc, l'idée de réduire les inégalités. Bon, ce serait probablement, mais là, je m'aventure, mais c'est pas... il faudrait voir la politique en tant que telle, si elle était proposée, mais quelque chose qui vise une action plutôt vers les communautés, dans les quartiers, etc. Nous, on ne fera pas de détails sur cette approche-là aujourd'hui, mais dans le document, il y a plus de détails et éventuellement, il va y avoir un court document sur chacune des approches qu'on a abordées. Il y a une question aussi sur les choix qui ont été faits dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, pourquoi avoir choisi de présenter ces trois approches au lieu des autres? C'est un choix assez pratique. Vous allez le voir tantôt quand je vais les mettre en tableau, mais c'est que ces trois approches qui représentent des différents points d'entrée sur ce que j'ai appelé il y a quelques minutes le continuum, c'est-à-dire un peu le continuum entre les déterminants sociaux des inégalités de santé et les déterminants sociaux de la santé, c'est parce que les trois sont passablement différents. Donc, on peut illustrer les différences. C'est un choix stratégique et pratique. Ça aurait pu être trois autres. Mais je vais vous montrer tantôt avec le graphique, vous allez voir qu'ils sont pris à trois endroits, si vous voulez, différents. C'est toutes les questions qu'on avait pour l'instant. OK. Donc, continuer la présentation, puis je vous inviterai à continuer à écrire des questions. Il y aura une autre période vers la fin pour répondre aux questions et commentaires. OK, donc on va poursuivre. On va prendre un exemple, pardon, et essayer de voir comment on peut utiliser ces idées en pratique. Selon moi, il y a deux façons qu'on pourrait faire ça comme genre d'exercice pratique. C'est soit en commençant avec des politiques ou des programmes existants, comme on a fait tantôt, mais peut-être avec un peu plus de détails d'une politique bien spécifique, en essayant de comprendre leurs impacts potentiels sur la réduction des inégalités de santé en fonction de l'approche qu'ils semblent employer, ou encore, c'est un peu ce qu'on va faire, on va essayer de faire, peut-être un peu chacun de notre bord, mais en discutant aussi, en échangeant, en essayant d'imaginer des politiques en partant des approches elles-mêmes.
Si on prend l'enjeu de l'insécurité alimentaire comme exemple du genre d'exercice qu'on peut faire en utilisant ces approches, donc j'ai mis 2 diapos qui sont encore un peu comme ceux tantôt, juste des illustrations qui illustrent l'importance de cet enjeu au Canada. Le premier qui montre les taux d'insécurité alimentaire, ça date déjà de quelques années, de 5 ans. Et l'autre, c'est différents titres et grands titres de journaux ou des rapports sur l'insécurité alimentaire qui ont été publiés ces dernières années. Et on voit que c'est un enjeu qui préoccupe, et certainement, comme vous le savez, un enjeu qui inquiète aussi la santé publique. Si on posait donc la question suivante, je vous propose d'y penser, qui est un peu une mise en situation en tant qu'acteur de santé publique. On vous consulte quant aux alternatives de politique visant à réduire l'insécurité alimentaire dans votre région ou dans votre ville. Quelles seraient-elles pour chacune des 3 approches suivantes? Donc, l'approche ciblant les personnes, l'approche axée sur le parcours de vie ou l'approche d'économie politique. Ce sont on va revenir, je vais un peu, c'est le genre de travail qui peut se faire en exercice, en discussion de groupe, mais qui n'est pas prêté nécessairement pour un webinaire, surtout à beaucoup de monde pour ouvrir les lignes téléphoniques. Mais si vous êtes avec vos collègues, par exemple, vous pouvez en discuter pendant ou après, mettez vos commentaires dans la boîte de messagerie. Mais moi, je vais vous demander de penser un peu de façon spontanée en utilisant les questions dont on a parlé il y a quelques minutes. Mais je vais aussi repasser les résumés. Je ne vais pas vous laisser comme ça avec juste une phrase que j'ai dit tantôt pour les 3 approches. Et penser à quoi pourraient ressembler des suggestions de politique de ces 3 approches. Donc, je les résume encore une fois. Si on prend une approche ou les approches ciblant les individus ou les personnes, on peut se rappeler que cette approche cible vraiment les actions et les choix individuels. Et la mauvaise santé est exacerbée par des facteurs de risque comportementaux qui sont modifiables. On va surtout proposer des programmes, des politiques qui encouragent les personnes à faire ce qu'on appelle souvent des choix santé. Ou encore, on va tenter de renforcer, soutenir et éduquer les plus vulnérables pour les aider à modifier leur comportement. Donc, prenant ces 4 facteurs-là, ces 4 tendances, si on veut, si on tient compte de ces 4 choses-là, quel genre de politique penseriez-vous serait proposé? Encore une fois, pensez-y, écrivez-le dans la boîte, parlez-en entre vous si vous êtes avec des collègues. Si on parle de l'approche axée sur le parcours de vie, les tendances qu'on voit dans cette approche-là, c'est que l'inégalité est gravée dans le parcours de vie et surtout dans les moments de choc ou de vulnérabilité. Les variations dans l'ensemble de facteurs qui protègent ou compromettent la santé. Et on cible avec les politiques les circonstances sociales en offrant un soutien pendant les transitions et les crises tout au long de la vie. Donc, encore une fois, si on se pose la question, c'est quel genre de politique ou de programme ou d'initiative pensez-vous vous suggérer pour cette approche-là?
finalement, si on le pense en termes de l'approche d'économie politique, et je vous rappelle quelques tendances, c'est que l'inégalité est vue comme découlant des macro-politiques concernant la répartition de la richesse et est un caractéristique de la société plutôt que des individus. Et les inégalités de santé sont le résultat inévitable des inégalités ou de l'inégalité sociale. Donc, pour les politiques qu'on pourrait suggérer à partir de cette approche-là, l'accent est surtout mis sur les macro-politiques ou sur les politiques de niveau qu'on appelle souvent structurel. Les politiques au niveau fiscal, sur le marché du travail, la réglementation des marchés, etc. Donc, encore une fois, je vous encourage à penser à des exemples de politiques possibles. Je vois passer plusieurs petits mots, donc je pense que vous êtes en train d'en suggérer. On va avoir la chance d'y revenir. Pour penser à des politiques qui visent à réduire l'insécurité alimentaire en utilisant chacun des approches. Et évidemment, si vous regardez le document-là, vous pouvez aussi faire la même chose avec les 8 approches comme exercice pour essayer de travailler avec les approches. Là, je pense que je vais demander à Olivier, parce que moi, j'avais des idées, mais je peux les mettre après. Si Olivier, tu peux m'en donner. En as-tu quelques-uns pour chacun des trois? Peut-être pas pour les trois encore, ça continue à entrer, mais je peux commencer avec certaines qui ont été évoquées pour les approches ciblant les personnes. Il y avait une campagne promotionnelle concernant les fruits et les légumes, de l'éducation à l'alimentation saine dans les milieux défavorisés, des ateliers de gestion de budget, ateliers de décryptage d'étiquettes nutritionnelles. Il y avait, je pense que c'est dans ciblant les personnes, mais étant donné quand c'est arrivé, je ne suis pas certain si c'était dans les parcours de vie, l'accès aux personnes appauvries à des cuisines collectives santé, puis des actions envers les déserts alimentaires. Donc, les déserts. Des déserts alimentaires. Dans la section parcours de vie, il y avait agir chez les enfants, chez les plus petits. Quelqu'un a suggéré d'utiliser plutôt les 3 approches conjointement, au lieu d'utiliser une seule. Et ensuite, dans l'approche sur les parcours de vie, on avait également, chez les femmes enceintes, promotion d'une alimentation saine. Il me semble que tous les exemples apportés ne touchent pas l'approche économie politique. Il me semble que moi j'ai vu passer, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas de la boîte de dialogue, mais j'ai vu économie politique passer quelques fois. Est-ce qu'il y en a eu depuis, Olivier, es-tu en mesure de voir? J'ai pas vu de proposition qui était directement liée à économie politique. Je vois difficilement des politiques néolibérales s'attaquer de fond aux inégalités. Dans parcours de vie, il y a soutien à l'allaitement. Oh, économie politique, on a agir sur le revenu. C'était une des propositions. Et programme de repas scolaire. La personne l'ayant suggéré semble se questionner à savoir si ça rentrerait dans économie politique. Donc, question intéressante. OK, ben c'est bien. Vous connaissez ces approches-là? D'autres angles. Il y a revenu minimum garanti dans l'économie politique, augmentation des seuils de prestation de l'aide sociale, augmentation du taux de fixation du salaire minimum, revenu, conditions de travail, surtout pour les emplois majoritairement de femmes, congé parental, économie socialisée et non de marché pour les besoins de base, logement, alimentation, des politiques pour une meilleure redistribution de la richesse, augmentation du salaire minimum, revenu minimum garanti, subventions pour les aliments sains, taxes sur aliments transformés, et régulation du prix des denrées alimentaires,
et ça continue. Les gens sont oui, très... ça va. Ouais, vous avez beaucoup d'idées. Merci. Si on les regarde, quelques idées que moi j'ai eues, je pense qu'à peu près tous été mentionnés. Vous les connaissez, qu'on pourrait qualifier d'approche axée sur les personnes, sur les individus. Excusez-moi, je me suis devancée dans ma présentation. On peut regarder quelle serait la raison d'être de ces politiques-là, c'est de soutenir les personnes qui sont touchées. Donc, vous en avez parlé aussi, des banques alimentaires, des dépliants d'informations nutritives et les exemples que vous avez donnés, plusieurs, qui vont dans le même sens. Pour l'approche parcours de vie, effectivement, soutenir les personnes qui sont touchées dans leur contexte et lors de moments de vulnérabilité. Quelqu'un a donné cet exemple assez exactement, c'est les programmes de nutrition pendant la grossesse et ou pendant la petite enfance. Des programmes de repas à l'école, qui est un autre qui peut être vu comme un moment de vulnérabilité. Juste un petit mot sur le parcours de vie. Souvent, et ayant travaillé avec ça aussi en atelier avec les gens, on réduit souvent le parcours de vie à la petite enfance, parce que c'est le moment un peu de prédilection de la santé publique, des inégalités sociales, de vouloir intervenir. Mais il y a aussi des approches qui vont viser des repas à l'école, mais pas que à l'école pour les tout-petits ou les petits. Il y avait je suis passée très, très rapidement tantôt, là, mais il y avait dans les grands titres que j'avais mis une étude, je pense que c'est l'année passée au Canada, que 40% des étudiants en études postsecondaires vivent de l'insécurité alimentaire pendant leurs études. Ce n'est pas un groupe auquel on pense souvent quand on pense à des moments de vulnérabilité, que ce soit alimentaire ou de revenus autrement, mais c'est quand même peut-être un autre moment de la vie. Dans ces moments de transition ou de choc, on peut aussi parler, bien sûr, des personnes âgées, par exemple, et des programmes spécifiquement visant ces gens à cette étape-là de leur vie. Et la dernière approche, l'économie politique, on va viser surtout des politiques qui vont réduire la pauvreté. Donc, le revenu minimum garanti, c'était votre choix de prédilection tantôt. Les règlements qui favorisent les associations syndicales, etc., ou la réglementation du marché. Une note que je n'ai pas mis beaucoup d'accent là-dessus, mais quelques-uns des exemples que vous avez donnés m'incitent à vouloir insister que l'approche d'économie politique et souvent fait la promotion de transformations assez majeures dans nos systèmes politiques et de gouvernance. Donc, on insiste pour une redistribution non seulement de la richesse, c'est le cas aussi, mais du pouvoir. Donc, l'idée du pouvoir et des différences de pouvoir est centrale aux notions d'économie politique. Et la raison pour laquelle je fais la distinction, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont suggéré l'augmentation d'aide sociale, par exemple, ou d'autres formes les congés parentaux, etc. Il y a pas un glissement, mais il y a une zone grise entre l'approche qu'on a appelée dans notre document les politiques macro-sociales, qui sont des politiques qui s'appliquent de manière assez grande et qui touchent les zones des politiques macro-sociales, mais qui ne mettent pas au défi notre système même de gouvernance. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez probablement les travaux de Esping Anderson sur les différents types de démocratie entre les démocraties conservatrices, libérales et les social-démocraties. Pour vouloir, par exemple, passer que quelqu'un a nommé une société néolibérale
à une social-démocratie, ça sera encore un peu plus, si vous voulez, en amont que de proposer des politiques qui ne questionnent pas ce système-là. J'espère que c'est clair. Je fais un peu de ad-lib. Donc, vous les avez nommés. Donc, si on regarde maintenant les approches politiques, les 8 sont là. Ça va me permettre d'expliquer le choix du tantôt. Mais surtout spécifiquement les 3 dont on a parlé dans plus de détails. On peut les placer sur ce que j'ai appelé tantôt un continuum de gauche-droite, ou si vous voulez, en amont à en aval, où on peut voir que ces approches sont des points d'entrée à différents niveaux sur le continuum. Celles qui sont à gauche ont plus tendance à intervenir sur les déterminants sociaux des inégalités de santé, et celles qui sont plus à droite sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, si vous regardez le schéma, pour revenir à la question des choix de tantôt, l'économie politique est l'approche qui se trouve plus à gauche, donc le plus du côté des déterminants sociaux des inégalités de santé. Celui de parcours de vie, avec aussi celui qui est de l'intersectionnalité, se trouve en haut, et on les a décalés un peu parce qu'il nous semblait que parcours de vie souvent est jumelé à des politiques qui utilisent une combinaison de renforcement des communautés ou des milieux, ou même qui peut être des approches individuelles. Et c'est un peu la même chose pour l'intersectionnalité, quoique pour les approches sur l'intersectionnalité, on a un document c'est aussi spécifiquement sur l'intersectionnalité et les inégalités de santé, si vous voulez en savoir plus. Mais cette approche-là met au centre ces enjeux de pouvoir dont je parlais tantôt. Et c'est pour ça qu'il se trouve un petit peu plus du côté des déterminants sociaux des inégalités. Les approches individuelles ou les approches dans les personnes, c'est l'approche qui se trouve le plus à droite, c'est-à-dire le plus solidement dans le camp des déterminants sociaux de la santé. Donc, en considérant nos politiques de tantôt qui visent à réduire l'insécurité alimentaire, on peut se demander quelle approche a le plus de potentiel pour réduire les inégalités de santé. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, et avec votre réponse à ma question d'origine, on aurait peut-être pu sauver du temps parce que vous avez choisi ce qui avait été dans les choix à l'origine. Je vous ai demandé si on avait à faire un seul choix pour réduire les inégalités de santé au Canada. Et vous avez très, très, très majoritairement suggéré les politiques de revenu annuel garanti, revenu minimum annuel garanti pour réduire les inégalités. Donc, vous situez, vos réponses en tout cas, sont situées dans une approche plus d'économie politique. Donc, on peut, si je retourne juste un petit peu en arrière, j'ai perdu mes numéros. On peut constater que les approches qui se trouvent le plus à gauche devraient avoir plus de potentiel et pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure. Pour espérer réduire les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé, il est préférable d'agir sur les déterminants sociaux des inégalités de santé. Ceci, c'est important de le préciser, ne veut pas dire que d'autres approches qui se trouvent plus à droite sur le continuum ne sont pas importantes. Elles le sont. Mais on peut constater qu'elles n'ont pas le même potentiel pour réduire les inégalités de santé, puisque ce n'est pas à ce niveau qu'elles agissent. Je me permets d'en sauter un. Juste pour faire un résumé, une conclusion.
un peu rapide pour laisser quelques minutes s'il y a d'autres commentaires et questions. Pour résumer, donc, c'est important de comprendre la différence entre les déterminants sociaux de la santé et les déterminants sociaux des inégalités de santé. Et que ces différentes approches politiques dont on a parlé aujourd'hui ont différents points d'entrée sur ce continuum. Et ces points d'entrée sont susceptibles d'avoir, ou l'existence, l'endroit de ces points d'entrée est susceptible d'avoir des effets potentiels différents sur les inégalités de santé. Je vais terminer la présentation avec une citation de Hillary Graham encore au sujet des risques de traiter les déterminants sociaux de la santé comme étant équivalents aux déterminants des inégalités de santé. Donc, dans les mots de Graham, c'est que l'utilisation d'un seul modèle pour expliquer à la fois la santé et les inégalités de santé peut estomper la distinction entre les facteurs sociaux qui influent sur la santé et les processus sociaux qui déterminent la répartition inégale de ceux-ci. Le brouillement de cette distinction peut être trompeur en matière de politique et il risque d'alimenter l'hypothèse politique selon laquelle les inégalités de santé peuvent être réduites par des politiques qui ne se concentrent que sur les déterminants sociaux de la santé. Je pense que plus qu'elle le dit mieux que nous, quoique c'est nous qui l'avons traduit, on va arrêter sur cette citation-là. On va prendre le temps. On n'en a pas beaucoup, peut-être un petit 4 minutes. C'est répondre à vos questions, mais s'il vous plaît aussi, prenez le temps de remplir le formulaire d'évaluation que Mylène va vous envoyer après le webinaire. Ces évaluations, évidemment, sont d'une aide précieuse pour nous au CCN-PPS dans la préparation de nos autres webinaires. Donc, les commentaires, des suggestions, etc. sont toujours le bienvenu. Et là-dessus, bon, je vais vous dire merci et attendre de voir si Olivier a des questions. Oui, il y a quelques questions et commentaires. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les prendre, mais quelques-unes vers la fin qui touchaient à la question de c'est quoi l'intersectionnalité par rapport à intersectorialité. Donc, plus le concept de l'intersectionnalité. Oui. C'est probablement trop long comme réponse pour répondre là, à moins que de prendre les 4 minutes pour faire ça. C'est pour ça que j'ai dit en parlant de ça qu'on a un document sur notre site sur l'intersectionnalité, qui est une approche qui est apparue vers la fin des années 80, surtout, quoiqu'elle date de beaucoup plus long comme approche, mais qu'on a nommé intersectionnalité à la fin des années 80, surtout une approche en lien avec le féminisme noir aux États-Unis, qui essaie de tenir compte de différentes positions ou positionnements sociaux des gens. Et surtout, dans ce cas, à l'origine, on essayait de comprendre les multiples identifiés et comment et où elles s'entrecroisaient. Donc, par exemple, les femmes noires aux États-Unis qui se trouvaient souvent dans des situations d'être sujets à la fois à la discrimination sur la base de la race, mais aussi de la discrimination sur la base du genre. Mais il n'y avait pas de possibilité que ce soit combiné. C'est-à-dire qu'elles étaient soit femmes ou elles étaient afro-américaines. Elles ne pouvaient pas être des femmes afro-américaines. Je résume outrancieusement. Je suis certaine que vous n'avez rien compris si vous ne connaissez pas ces travaux-là, mais je vous invite à aller regarder l'intersectorialité pour reprendre l'autre partie de la question. Généralement, on parle de secteurs de la société en général ou surtout des gouvernements, des différents ministères, par exemple, secteurs de gouvernance qui se mettent ensemble pour une politique ou une autre. Je vais demander à Mylène d'envoyer le lien vers le document intersectionnalité avec le lien d'évaluation parce que je trouve que je vous ai
Ça n'a pas de bon sens ce que je viens de faire. Comme résumé. Je l'ai mis dans la boîte de messagerie. OK, super, merci. Ils l'ont déjà. Une autre question était, comment une approche visant les personnes pourrait permettre d'agir sur le gradient? C'est une question intéressante. Il serait facile de répondre que ça ne pourrait pas, parce qu'il s'agit surtout d'agir sur les déterminants sociaux de la santé et non sur les inégalités. Mais il y aurait certaines considérations qu'on pourrait faire où ça serait possible. En tout cas, possible en théorie. L'exemple qu'on prend, je pense qu'on prend dans le document, entre autres, c'est politique qu'on en a vu tout plein, par exemple, de crédit d'impôt pour l'inscription des enfants dans les activités physiques. Ça a été une politique ici pendant plusieurs années. En apparence, en théorie, dans la réalité aussi, c'est une politique qui vise les personnes dans leurs individualités, mais ça vise tout le monde. Tout le monde a le droit à ce crédit d'impôt. Donc, théoriquement, on pourrait agir sur le gradient au complet. Quand on travaille sur les questions d'inégalité de santé, on a plutôt tendance à voir le fait que ces programmes ou ces politiques-là, souvent, ont des bénéfices nettement plus clairs pour les gens qui sont déjà dans des classes sociales ou dans les milieux favorisés. Mais théoriquement, ce serait un exemple qui pourrait s'appliquer, mais il faudrait s'attarder un peu plus, je pense. Oh, et il est 3h02. Il reste des questions, je ne sais pas si... Est-ce qu'il reste beaucoup de monde sur la ligne? On peut en prendre... Il reste 62 personnes sur les... OK, on peut prendre une autre 5 minutes, peut-être. Donc, il y a deux questions qui peuvent être mises ensemble potentiellement. C'est une première question qui touchait le champ d'action légitime de la santé publique. Donc, lorsqu'on essaie de sortir pour travailler davantage sur des politiques publiques favorables à la santé ou des changements structuraux, on se fait accuser de faire autre chose que des... Je paraphrase, c'est pas comme ça que c'est écrit, mais on se fait faire autre chose que des vaccins. En gros, que le champ d'action au cœur de la santé publique. Et une autre question qui est liée à ça, c'est de dire, pour faire attention, il faut rester pragmatique. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans la même approche. Et parfois, il faut peut-être avoir des gains plus petits, mais qu'on est plus sûr d'avoir que d'espérer faire des grands gains qu'on n'aura peut-être jamais. Oui, effectivement, c'est important. J'ai dit tantôt, et je vais le redire, parce que c'est important d'agir peut-être de toutes ces approches-là, mais surtout à tous ces points d'entrée, autant les déterminants sociaux de la santé que des déterminants sociaux des inégalités de santé. Ce qu'il ne faut pas confondre, et je reviens à la citation de Graham, c'est de penser qu'en agissant sur les déterminants de la santé, qu'on peut réduire les inégalités de santé. Je ne sais pas si on comprend la nuance, mais c'est vraiment les interventions, ils sont nécessaires, les personnes qui sont dans le besoin, les communautés qui sont dans le besoin, ces interventions-là sont primordiales. Ce que, si je reviens à ce que j'avais dit au tout début, l'inconfort, et je suis certaine que ce n'est pas juste Pascal et moi, on a parlé avec plusieurs personnes aussi, c'est qu'on voit qu'avec tous ces programmes-là, à travers les quelques dernières décennies, on n'a pas réussi à réduire les inégalités de santé au sein, si on prend la population au Canada, en partie parce que peut-être qu'on n'a pas réussi à réduire l'inégalité sociale. Mais ceci étant dit, Olivier, tu as comme fusionné deux questions, je les prends séparément, mais c'est évident que chacun dans notre travail, on a des mandats spécifiques, on a des balises qu'on ne peut pas déborder, mais
je pense qu'on peut et on le fait. D'ailleurs, et le fait que vous avez tous répondu pour un revenu annuel minimum garanti, c'est qu'on peut faire la promotion et faire comprendre au sein de nos propres organisations que ces inégalités de santé ne disparaîtront pas en s'attardant uniquement, je crois qu'ils sont importants, aux déterminants sociaux de la santé. Une dernière question qui va intégrer deux. OK, merci Olivier. Sur la notion de pouvoir. Donc, c'est deux personnes qui ont noté qu'il était intéressant d'apporter une nuance en parlant de la redistribution des pouvoirs, et pas juste des richesses, la redistribution des pouvoirs à l'intérieur de la société. Une personne mentionnant que ça faisait apparaître l'importance aussi de la mobilisation citoyenne dans nos approches. Et une autre personne qui se questionnait si, justement, la provenance des revenus, la contribution équitable de chacun des membres de la société et les mécanismes de pouvoir ne sont pas indissociables. Peux-tu me nommer les trois dernières? Les trois dernières, c'était provenance des revenus, contribution équitable de chacun des membres de la société et les mécanismes de pouvoir. Qui ne sont pas indissociables. Oui, qui viendraient ensemble. Qui ne seraient pas possible de les séparer. Oui, effectivement. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ça, mais c'est clair que depuis quelques années, je ne saurais pas le dater, mais on voit de plus en plus les enjeux de pouvoir mis de l'avant dans les approches en santé publique, je crois, avec l'approche d'intersectionnalité, économie politique aussi, et d'autres, quand on voit que certains groupes sont défavorisés de manière plus systématique et systémique, et ce lien entre les instances de gouvernance, l'économie, les valeurs, les normes, etc., et la position sociale des groupes et non pas juste les individus. Parce que souvent, on réduit, quand on parle de statut socio-économique, par exemple, quand on fait des mesures d'inégalité, on n'a pas moyen de saisir les enjeux de pouvoir en voyant un tableau, par exemple, qui nous montre le revenu par quartier et les inégalités de santé ou les conditions de santé où on perçoit des inégalités. Donc, il y a plusieurs personnes, je pense, qui essaient d'émêler ça en termes de pouvoir et de comprendre que la distribution de la richesse, si on reprend ces termes-là, c'est pas assez. Il faut comprendre pourquoi cette distribution-là est aussi une distribution de relations de pouvoir et d'accès aux instances de pouvoir, aux instances de décision, etc. Encore là, c'est une réponse un peu confuse, mais j'espère que ça fournit quelques éléments. Je pense qu'on va arrêter là. Merci d'être resté, même passé 3 heures. Donc, je vous rappelle que Mylène va vous envoyer l'évaluation. Elle va peut-être répéter, ou si vous avez eu le lien par Olivier dans la boîte de messagerie sur le texte sur l'intersectionnalité. Il commence à y avoir pas mal de choses publiées à ce sujet. Donc, un petit search Google aussi devrait mettre beaucoup d'informations. Et on vous remercie d'être là et on vous souhaite une bonne fin de journée.